Bonjour et bienvenue. On se retrouve pour la suite de notre exploration des enjeux autour de l'avortement. La dernière fois, on a abordé la question d'un point de vue, disons, philosophique, avec l'argument ontologique. L'idée, si on résume très vite, c'est que dès la fécondation, on a un code génétique unique, un programme complet, ce qui bouscule un peu l'idée d'une humanisation par étapes. Exactement. Et c'est de cette réalité biologique que les sources qu'on analyse aujourd'hui décident de partir. La question qu'elles posent est la suivante. Comment est-ce que le droit français, lui, se débrouille avec ça? Et on va voir que, il se débrouille avec pas mal de contradictions. C'est notre premier grand axe, hein, le labyrinthe juridique français. Et juste après, on va s'attaquer à la notion qui est au cœur de tout, évidemment, la liberté de choix. Les documents qu'on étudie posent une question assez frontale. Ce choix est-il vraiment aussi libre qu'on le dit? C'est un programme chargé, alors on commence tout de suite. Allons-y. Alors, pour commencer, il y a une citation qui, je trouve, donne vraiment le ton. Elle vient du Comité consultatif national d'éthique. Donc une source tout à fait officielle. Tout à fait. Le comité reconnaît que, je cite, « Le fœtus est un être humain en devenir ». C'est déjà fort comme reconnaissance. Mais il ajoute immédiatement que le fait d'être biologiquement humain ne suffit pas à conférer un statut juridique ou moral. Hmm. C'est une phrase qu'il faut vraiment décortiquer. Si je traduis, ça veut dire on est d'accord sur la réalité scientifique. C'est un être humain en développement. Mais on décide par convention de ne pas lui donner la protection juridique qui va normalement avec. C'est exactement ça. C'est une dissociation. L'un des auteurs prend une analogie. C'est un peu comme si on disait « Oui, c'est bien un chêne, pas de doute sur sa nature de chêne, mais il n'aura les droits d'un chêne que s'il est planté à tel endroit précis. D'accord. On conditionne la valeur juridique à autre chose que la nature de l'être. » Voilà. Et le problème, c'est que ça crée une tension au sein même de nos textes de loi. Oui, l'analyse pointe l'article 16 du Code civil, qui, lui, garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. On a donc, d'un côté, un statut juridique qui n'est pas automatique, et de l'autre, une promesse de respect dès le tout début. C'est pour le moins paradoxal. Et c'est là qu'on arrive aux exemples très concrets qui illustrent cette incohérence. L'un des plus frappants, c'est celui que les auteurs appellent le paradoxe de la géographie. Oui, il concerne un fœtus de 7 mois. Alors celui-là, il m'a vraiment marqué en préparant notre échange. Expliquez-nous. C'est très simple. Si une personne commet un acte qui tue ce fœtus de 7 mois alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère, in utero, la peine de prison est de 5 ans. 5 ans, d'accord. Maintenant, on imagine le même acte sur le même enfant, mais quelques secondes après sa naissance. Il a juste franchi une frontière de quelques centimètres. Ah là, ça change tout. Ça devient un homicide volontaire. Et la peine passe à 30 ans de réclusion. 30 ans. C'est une peine multipliée par 6. Pour le même acte, sur la même victime, la seule chose qui a changé, c'est sa position dans l'espace. Donc si je suis la logique de l'analyse, la protection juridique ne dépend pas de ce qu'est l'être, mais littéralement de son adresse mail, utérus ou extérieur. Le droit protège une convention spatiale, et non pas un être pour ce qu'il est, c'est l'idée. Et ça soulève une question. Une double question même. D'abord, si le fœtus n'est qu'un amas de cellules, pourquoi une peine de 5 ans de prison? C'est énorme. Et inversement, s'il mérite une telle protection, qu'est-ce qui justifie de la multiplier par 6 pour un simple changement de lieu? Bien sûr. Il faut le dire, les sources qui défendent le droit actuel ont un contre-argument. Oui, elles n'y voient pas une incohérence, mais plutôt une forme de pragmatisme. C'est ça. Pour elles, la naissance, c'est un seuil. Ce n'est peut-être pas parfait philosophiquement, mais c'est un repère clair, net et surtout fonctionnel d'un point de vue juridique. C'est une ligne qui permet d'équilibrer les droits de la femme et la protection de la vie à naître. Pas un paradoxe, mais un compromis. Un compromis qui est quand même mis à mal par une autre comparaison, cette fois sur les sanctions pénales. Celle-là est encore plus troublante, je trouve. Oui, quand on met en parallèle la sanction pour un avortement illégal et celle pour un homicide involontaire sur un adulte, les chiffres, là encore, sont assez surprenants. On les rappelle, l'avortement illégal, c'est jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Et l'homicide involontaire sur une personne née? C'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Attendez. Ça veut dire que la loi punit plus lourdement le fait de mettre fin intentionnellement à la vie d'un fœtus que de tuer accidentellement un adulte. Ça semble complètement à l'envers. C'est l'anomalie que l'analyse met en lumière. Logiquement, on s'attendrait à l'inverse.
En fait, la seule explication que les auteurs avancent, c'est que le droit, au fond, dans ces mécanismes répressifs, sait très bien que l'acte n'est pas anodin. Ces contradictions pénales, selon eux, trahiraient une reconnaissance implicite, presque un lapsus du législateur, qui va à l'encontre du discours officiel. On voit bien que le terrain juridique est complexe, mais souvent tout ce débat technique est un peu balayé par un argument qui se veut plus simple, la liberté de choix. Et c'est là que les documents deviennent vraiment passionnants, parce qu'ils prennent cette idée très au sérieux pour la décortiquer. Oui, au lieu de juste l'opposer à d'autres principes, l'approche est de se demander un choix vraiment libre, qu'est-ce que c'est? Les auteurs posent 3 conditions. Pour qu'un choix soit libre, il faut, primo, qu'il y ait plusieurs alternatives réelles. D'accord. Secondo, que la personne connaisse bien les conséquences de chaque alternative. Et tertio, que ces alternatives soient accessibles de manière, disons, à peu près égale. Il y a une analogie qui est utilisée, celle de l'acheteur de voiture. Oui, On lui présente une seule voiture, en lui cachant les défauts, en lui disant que c'est la seule de disponible, il signe. Formellement, il a choisi, mais son choix a été contraint. Contraint par le manque d'infos et l'absence d'options. La contrainte était invisible, mais elle était bien là. et si on applique ça à l'avortement? Les sources rappellent une phrase de Simone Weil elle-même, en 1974. Elle disait que l'avortement est toujours un drame. Toujours un drame. Partant de là, l'analyse pose une question. Si c'est un drame, est-ce que l'augmentation constante du nombre d'IVG est un progrès ou est-ce que c'est le symptôme d'un échec collectif à bien accompagner les femmes? C'est ce que l'analyse appelle la contrainte implicite par l'absence d'alternative. Le chiffre de 2022 est cité, en France, un avortement pour 3 naissances. C'est un ratio énorme. Et l'argument qui est développé, c'est que pour beaucoup de femmes, l'IVG n'est pas une option parmi d'autres, mais la seule qui paraît visible, financée et socialement acceptable. C'est l'idée que quand une seule route est éclairée et que les autres sont dans le noir, on ne choisit pas vraiment, on suit la lumière. C'est un argument fort. Cela dit, il faut apporter une nuance qu'on trouve dans une autre source consultée. Oui. Elles mettent en garde contre une vision qui, en insistant trop sur la contrainte, risquerait de déresponsabiliser les femmes, de les voir uniquement comme des victimes passives. La réalité serait plus complexe, un mélange de choix personnels et de pression sociale. C'est un point important, oui. Pour en revenir à cette idée de contrainte, il y a une autre analogie qui est assez parlante. Si un salarié est en difficulté à cause de ses conditions de travail, la solution n'est pas de le licencier, c'est de changer les conditions de travail. La transposition est claire. Les difficultés qui mènent à l'avortement, la précarité, l'isolement, la pression, sont liées aux conditions de la grossesse, pas à la grossesse elle-même. Dans cette logique, l'avortement supprime l'être au cœur du problème, mais ne résout aucun des problèmes de fond qui ont rendu sa venue si compliquée. Et ce raisonnement est particulièrement fort dans le cas très sensible des fœtus porteurs de handicap. Les sources soulignent que, face à ce diagnostic, l'interruption médicale de grossesse est souvent la première et parfois la seule. Et un choix à option unique, par définition, n'est pas un choix. Exactement. Et on a des données qui viennent un peu bousculer l'idée reçue qu'une vie avec un handicap serait forcément une vie de souffrance. Il y a cette étude américaine de 2011 qui est citée, sur des personnes avec une trisomie 21, le résultat est incroyable. 99% d'entre elles se déclaraient heureuses de vivre. 99%, c'est un chiffre qui donne le vertige et qui nous interroge sur nos propres préjugés. Oui. L'analyse cite aussi l'exemple de Félix Kliser, un corniste mondialement connu né sans bras. Ou encore une phrase du professeur Jérôme Lejeune, qui a découvert l'anomalie de la trisomie 21. Il disait « La médecine consiste à lutter contre la maladie, pas à éliminer le malade ». Tout ça peut paraître un peu théorique, mais l'analyse termine sur une comparaison très concrète, une sorte de cas d'école grandeur nature, le match France-Suisse. Ah oui, c'est fascinant, parce que les deux pays ont des lois sur l'IVG qui sont en fait assez similaires. Le délai légal, les conditions d'accès, ce n'est pas là que ça se joue. Et alors, où est-ce que ça se joue? Sur le plan politique et social, les documents expliquent que la Suisse mène depuis des décennies une politique familiale beaucoup plus volontariste. Allocations plus généreuses, des congés maternité et paternité mieux pensés, un vrai réseau d'aide, de crèches. En gros, ils ont investi massivement dans les alternatives. Ils ont éclairé les autres chemins, pour reprendre notre métaphore. Et le résultat, en chiffres? Le résultat, c'est que le taux d'avortement en Suisse est 2 fois moins élevé qu'en France. 2 fois moins. Oui, 2 fois moins, pour des lois quasi identiques. C'est une statistique énorme. Et la conclusion des auteurs est donc que la différence n'est pas culturelle, elle est politique. La Suisse n'interdit pas plus, elle donne simplement aux femmes les conditions réelles d'un choix vraiment libre.
Les autres options sont devenues viables. C'est exactement ça. Le choix de garder l'enfant n'est plus un parcours du combattant. C'est une option qui est réellement soutenue par la société. Donc si on fait le bilan de ce qu'on a vu aujourd'hui, d'un côté on a un droit français qui semble un peu empêtré dans ses contradictions, il punit sévèrement la destruction d'un fœtus d'une main tout en la légalisant de l'autre. Et de l'autre côté, on a ce grand principe de la liberté de choix qui, quand on y regarde de plus près, semble beaucoup moins absolu qu'on le pense. Il dépend entièrement de l'existence d'alternatives, d'un soutien social que la France n'offre peut-être pas au même niveau que ses voisins. Et cette question des politiques publiques, du soutien aux familles, elle nous amène tout droit au dernier volet de cette analyse, qu'on abordera la prochaine fois, la dimension économique. Les sources explorent une question presque taboue. Quels sont les intérêts économiques et démographiques de l'État dans ce dossier? C'est une perspective qui change complètement la donne. On va passer de la philosophie et du droit à quelque chose de beaucoup plus cru. Et pour laisser une pensée en suspens d'ici là, en s'inspirant de l'exemple suisse, si le fait d'offrir un meilleur soutien peut, à loi égale, diviser par 2 le recours à l'avortement, la vraie question n'est peut-être plus de savoir s'il faut être pour ou contre. La question serait plutôt: que fait-on collectivement pour que moins de femmes aient à voir l'avortement comme leur seule et unique solution ?